Merci beaucoup. Merci surtout du défi qui m'est lancé de réconcilier des points de vue opposés, mais qui ne sont pas si opposés que ça, je le pense. Merci de donner l'occasion à un représentant du système des Nations Unies, dont il a été beaucoup question, d'être présent ici à la tribune, même si évidemment, vous le savez, l'UNESCO n'est pas un acteur majeur des négociations climatiques. En tant qu'agence des Nations Unies à vocation scientifique, nous sommes au minimum un acteur significatif des débats sur un certain nombre des implications et des conséquences. Ce qui me frappe dans ces échanges, c'est à quel point il n'y a pas deux positions qui s'opposent, mais un champ de force un peu plus compliqué qui met en jeu un certain nombre de tensions qui, à la fois, ouvrent des possibilités multiples, mais aussi favorisent des dialogues qui peuvent devenir ceux de la surdité. L'une des difficultés, c'est que l'Anthropocène fonctionne bien sûr comme un slogan, l'Anthropocène fonctionne aussi comme un mécanisme de conquête de territoires universitaires à l'usage de la gestion des carrières. C'est normal, ça marche comme ça. On peut faire carrière là-dessus, comme on a fait carrière dans le passé, sur des notions du même genre. Mais il y a quand même quelque chose d'important qui est derrière la notion d'Anthropocène, qui est finalement la tension entre deux manières différentes de regarder des phénomènes comme le changement climatique, et effectivement, ce n'est pas le seul qui mérite d'être regardé de ce point de vue-là, dans ce contexte. La question fondamentale est à peu près la suivante. Quand nous élaborons ce type d'hypothèse, quand nous mettons en avant l'idée selon laquelle l'activité humaine serait la force tellurique majeure, modelant le système planétaire très largement de manière non voulue, à son insu, et en tout cas en ignorance des conséquences, sommes-nous en train de dire que c'est quelque chose qui apparaîtrait de manière objective par la nature même des phénomènes? Sommes-nous en train de mettre le doigt sur un système ou une structure qui, en théorie, serait tout à fait indépendante de l'action humaine et de la représentation que nous en avons? Ou est-ce que nous sommes en train de construire un nouvel imaginaire de ce que c'est que d'être humain? Alors, la première possibilité est plus rassurante, parce qu'elle fait apparaître, au moins comme horizon du possible, la définition de problèmes qui auraient des solutions. Et c'est l'une des choses qui est commune aux positions apparemment opposées qui ont été présentées, celle de présenter des problèmes qui étaient susceptibles d'avoir des solutions. Il me semble, il n'est pas là, donc je ne peux pas parler sous son contrôle, et donc je ne suis pas sûr de représenter correctement sa pensée, mais pour autant que je comprenne Bruno Latour et que je sois d'accord avec lui, il me semble qu'il défend, à juste titre, une position un petit peu différente. L'idée de l'Anthropocène, c'est l'idée non pas d'un ensemble de problèmes qui admettraient des solutions, mais l'idée d'une appréhension du monde qui définit un nouveau mode d'être, qui appelle une nouvelle manière de vivre. On peut vouloir, bien sûr, résoudre le changement climatique, au sens résoudre le problème posé par la communauté internationale de réduction de l'augmentation de la température moyenne du globe à moins de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. Et la volonté un peu techniciste de trouver les solutions qui permettraient de résoudre ce problème, qui est l'approche dominante de la communauté internationale pour d'excellentes raisons, parce que c'est plus rassurant de penser les choses comme ça, parce que les technologies à déployer pour y arriver sont susceptibles de générer des profits considérables qui seront ou non captés par des intérêts privés, mais les profits seront toujours là. Mais en même temps, c'est profondément trompeur. En effet, une fois, admettons qu'on ait réglé ce problème-là, admettons, contre toute évidence, que les États parties de la Convention cadre des Nations Unies adoptent très bientôt à Paris un accord qui permette de garantir ce résultat. En serions-nous quittes pour autant avec le changement climatique ou avec l'Anthropocène? Non, parce que le fondement de l'Anthropocène, c'est l'idée que la connaissance que nous avons du système planétaire et du rôle que nous y jouons nous place en situation de responsabilité à durée indéterminée par rapport à notre devenir et à celui de ce système planétaire. Dit comme ça peut avoir l'air extrêmement compliqué, mais c'est très simple. C'est la question de la connaissance par anticipation et du statut moral et politique de cette connaissance.
À quoi j'ajouterais sa distribution inégale et les conséquences morales et politiques de sa distribution inégale. Vous connaissez peut-être ce feuilleton télévisé qui n'a pas eu un succès immense, je crois. La preuve, il n'est même pas diffusé tard le soir sur les chaînes de la TNT, c'est dire. Mais à une certaine époque, il y avait un feuilleton dont j'ai oublié à la fois le titre et les noms des acteurs, mais il commençait de la même façon, chaque épisode. Un homme recevait, par le biais d'un mystérieux chat tout blanc, le journal du lendemain. Vous avez peut-être vu des épisodes de ce feuilleton. Quelqu'un peut-être en connaît même le titre et le dira tout à l'heure. Ah bon? Mais pourquoi il n'est pas rediffusé alors? Parce que Dieu sait qu'il y a des choses étranges rediffusées tard le soir sur la TNT. La question qui était posée à ce personnage et qui était réglée d'une manière plaisante et comme toujours un petit peu caricaturale par les scénarios, c'est quelle responsabilité incombe à celui qui sait ce qui se passerait s'il n'agissait pas. C'est exactement ça le problème de l'Anthropocène, et c'est un problème qui est inscrit dans la structure de notre connaissance et pas simplement dans les cadres de notre action. Autre référence littéraire, imaginons que nous sachions, comme dans telle nouvelle d'Arthur Clarke, qu'une nouvelle glaciation est inévitable à un terme que nous pouvons mesurer parce qu'un nuage de poussière cosmique va venir se placer entre le Soleil et la Terre de telle manière que les zones tempérées deviennent inhabitables. Personne ne prétendrait que l'homme y est pour quelque chose. Est-ce que nous en conclurions qu'aucune responsabilité d'action n'incomberait à personne? Bien sûr que non. De même que nous considérons qu'il est de la responsabilité des États de trouver des manières de protéger la Terre contre l'impact des astéroïdes, avec d'énormes difficultés quant à savoir ce qu'il est éthique ou prudent de faire en la matière, de même, il y aurait une attente légitime d'action de la part de ceux qui savent parce qu'ils savent. Et je crois qu'on néglige dans l'ensemble de ces discours cette dimension cognitive, cette dimension épistémique, cette dimension du chat blanc qui vous apporte le journal du lendemain, dans la structure du problème tel qu'il se pose à nous. Ensuite, la deuxième ensemble d'opposition, c'est entre la volonté de faire entrer ce problème dans les cadres dont nous avons hérité, parce que ce sont les seuls dans lesquels nous pouvons chercher des solutions, ou d'autre part, la volonté, sur la base de cette compréhension des interactions systémiques ou structurelles, de chercher des formes politiques qui seraient nouvelles pour justement se placer à la hauteur de la connaissance que nous avons des systèmes. Et du coup, au-delà de la question quelle démocratie, qui est effectivement dans le système tel que nous en avons hérité et qui est d'une importance essentielle, la question, et là aussi je paraphrase un petit peu Bruno Latour, la question des formes politiques qui pourraient être à la hauteur de la connaissance que nous avons du système planétaire dont nous sommes les agents conscients, la partie pensante, est une question qui va bien au-delà de la question finalement relativement secondaire de savoir exactement quel rôle auraient les États, le système des Nations Unies, les collectivités territoriales ou les entreprises dans la gestion des problèmes. Mais ça dépend aussi, bien sûr, et j'en terminerai par là, à quelle échelle on se situe. À l'échelle des 2-3 ans qui viennent, il est clair qu'il faut agir dans le système tel qu'il est pour en utiliser les leviers économiques, pour en pousser un petit peu les paramètres politiques, puisque, sans vouloir résoudre le problème, nous avons des problèmes urgents à résoudre, qui sont ceux que les Nations Unies ont adoptés sous la forme des objectifs du développement durable. La question de l'élimination de l'extrême pauvreté ou de la faim, par exemple, se place dans cette compréhension que nous avons du système planétaire et du rôle que nous y jouons, mais ne peuvent pas attendre que nous ayons pris pleinement conscience de ce qui est virtuellement à l'œuvre dans le déploiement de nos connaissances scientifiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un terme plus long, la question de savoir quelle est la forme politique cohérente avec cette compréhension de notre connaissance et du rôle que notre connaissance nous donne n'est pas réductible aux solutions à court terme que nous pouvons apporter à des problèmes facilement identifiables. Je n'ai aucune solution, évidemment, à proposer à cette disjonction, mais il me semble qu'on aurait tort
au simple titre que c'est compliqué et pas pour tout de suite, et qu'il y a d'autres urgences, de balayer ces interrogations pour se concentrer sur ce qui est juste devant le bout de son nez. Ça ne résout rien, mais ça permet peut-être de rassembler un certain nombre de fils qui ont fait l'objet des discussions dans ce colloque. Merci.